Je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent ce jour, 1er décembre 2017, à l'invitation de la délégation Languedoc-Cévennes du souvenir napoléonien et du cercle napoléonien de Montpellier, Jacques Alibert, Louis Lepic. Place maintenant à des camps de Boulogne, à la veillée d'Austerlitz avec la Grande Armée. Je vous remercie. Austerlitz. Tout le monde connaît ce lieu pour diverses raisons. Beaucoup en ont entendu parler à travers le génie tactique de l'empereur à cette occasion. Vous reviennent à l'esprit peut-être le soleil d'Austerlitz, la capitulation des souverains d'Autriche et de Russie. Mais on ne s'intéresse pas assez à ceux qui ont permis cette victoire. Nous avons pris le parti des soldats, à partir de leurs témoignages, ceux-là même sans lesquels rien n'aurait été possible, depuis leur départ du camp de Boulogne, où ils se préparaient à envahir l'Angleterre jusqu'au plateau de Pratzen. Après les victoires des armées républicaines conduites par Bonaparte en Italie du Nord, l'Autriche et la Russie signent la paix. L'Angleterre est isolée face à la France et négocie la paix à Amiens en 1802. Les Français cèdent des avantages coloniaux à la perfide Albion et évacuent l'Égypte. En guise de compensation, ils récupèrent le Sénégal, la Martinique et les comptoirs des Indes. Quant au gouvernement de Londres, il s'engage à rendre l'île de Malte contre l'évacuation des ports napolitains. Les deux rivaux se sont soigneusement abstenus de débattre des questions qui fâchent, à savoir les conquêtes de la France révolutionnaire sur le continent, que le Royaume-Uni ne reconnaît pas. Cette paix n'a donc apporté qu'une trêve entre l'Angleterre et la France. Printemps 1803. Londres refuse d'évacuer Malte et saisit les bateaux français dans les ports. Bonaparte fait occuper le Hanovre, possession de la couronne britannique. Il a regroupé plus de 100 000 hommes à Boulogne, Wimereux, Ambleteuse, Ostrogov et Étaples pour attaquer l'Angleterre. Ils vont devenir la Grande Armée. Pendant 2 ans, au camp va se former une troupe exceptionnelle. Au camp, la vie quotidienne est rythmée par des entraînements fréquents. Billon nous dit: on nous exerçait tous les jours aux manœuvres de l'embarquement et de débarquement. Joyeux et pleins d'entrain, nous remplissions tour à tour les fonctions de fusilier, canonnier, marin. Au camp 2 fois la semaine, nous exécutions les grandes manœuvres. Elles duraient presque toute la journée. Les heures de repos étaient consacrées à la réparation des baraques. Il sentait que la guerre avec les Autrichiens recommencerait, puisque le même rajoute: nous chantions gaiement. Les Autrichiens disent tout bas: allons vite en besogne, prenons, tant qu'ils n'y sont pas, l'Alsace et la Bourgogne. Ah, tu t'en souviendras, la rivera du départ de Boulogne. Pour la cavalerie, le camp représente un véritable changement de nature. Bankowski raconte: on tira de chaque régiment de cavalerie 200 hommes qui furent embarqués sur des prames. Ce sont des bateaux à fond plat. Des prames et des péniches pour faire le service des canonniers. Tous les régiments firent apprendre le maniement des rames. 2 fois par semaine, on s'exerçait à débarquer les chevaux. Tous ces entraînements créent une forte appréhension chez les hommes, car nombre d'entre eux ne savaient pas nager. Dupuis évoque avec délice une anecdote concernant Napoléon. Vers le mois d'août 1805, j'étais avec 20 chasseurs sous la galiote La Jeanne qui devait transporter le général d'Hautpoul. L'empereur, visitant la flottille, glissa sur 2 planches et tomba entre 2 bateaux. Heureusement, la marée était basse. Il se releva, saisit le cordage et grimpa à bord, monta à cheval, que des généraux officiers de sa suite se jetaient encore à l'eau pour lui porter secours. Les artilleurs sur la côte reçoivent parfois des cadeaux inespérés qui embellissent le quotidien. En 1804, le commandant Levasseur cite une anecdote intéressante. Sa batterie récupère une belle quantité de petits tonneaux remplis de rhum et d'eau de vie, naufragés de bateaux coulés lors d'un affrontement entre Boulogne et Étaples. Ici le perroquet, bâtiment anglais, il nous gagne! Voici les cris de frayeur des hommes du 12e léger qui, partis de Danne pour rejoindre Calais vers 2 heures du matin, avaient dérivé vers les côtes anglaises, pris au dépourvu par un épais brouillard. Étaient-ce les camarades de ceux qui sur la côte criaient:
Au feu! Au feu! en tentant d'éteindre l'incendie des écuries de l'artillerie divisionnaire, après avoir un peu trop fêté la Sainte Barbe. Parfois, Anglais et Français s'affrontent comme pour se jauger. Le dernier jour de Vendémiaire en 12. Ils se sont approchés pour narguer les Français dans leurs canottes. Mais aussitôt, le courage s'empara des citoyens à bord des bâtiments, rangés en bataille à un lieu du large. Et ils ont commencé à faire feu sur ces frégates nuisibles à leurs yeux, de même qu'ils ont lâché leurs bordées et mis au large de suite. Régulièrement, des actions d'intimidation avaient lieu de part et d'autre. Des marins anglais avec leurs canots tentaient un abordage surprise, de nuit, sur les bâtiments français qui répliquaient par des incursions sur la Tamise. Le soldat Bellavoine du 55e de ligne raconte: Le 13 Brumaire, lors d'un exercice pour l'arrivée du consul, on a donné l'ordre de tirer 25 coups de canon à chaque bâtiment. Mais la charge des pièces fut bientôt obligée de changer. Au lieu de tirer à blanc, il a fallu charger à boulet pour le défendre contre les Anglais, qui sont venus au nombre de 7 à 8 vaisseaux attaquer nos bateaux plats au nombre de 81 voiles, rangés en ligne devant Boulogne. Si vous aviez vu, on n'y voyait que feu et flammes, de part et d'autre. Le feu a commencé à 11 h du matin et a duré jusqu'à 2 h après-midi. Cependant, il n'y a pas eu de mal de notre côté. Bon, sinon qu'il y ait un soldat à bord d'un bateau plat qui a eu 2 jambes coupées dans cette affaire. Dès le début, les hommes ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un camp provisoire et d'une véritable base de départ de l'invasion. Aussi, avec toute l'habileté et le sens pratique du soldat français, ils aménagent le camp le plus confortablement possible. Gervais décrit avec une certaine fierté un camp très organisé. En première ligne, les faisceaux d'armes. En deuxième ligne, 80 baraques pour les sous-officiers et les soldats. Chaque baraque recevant facilement 16 hommes, elles étaient complètement uniformes, composées de paille, de perches, de bois, et ensuite venaient les cuisines. Chaque compagnie avait une cuisine de 30 pieds carrés avec des gazons de 4 pieds d'élévation. À la suite, les baraques d'officiers, uniformes et parfaitement alignés. Enfin, venaient les puits, les jardins et lieux d'aisance affectés à chaque compagnie. Les hommes font tout pour rendre le lieu agréable. Bial précise que devant chaque baraque, il y avait un jardin de plaisance, où l'on cultivait légumes et fleurs. Pour embellir ces jardins, les plus habiles avaient élevé des pyramides, des colonnes ou des portiques du plus bel effet. Le dimanche, les curieux affluaient pour admirer ces merveilles. le soldat Bellavoine se plaint d'une vie monotone et contraignante. Nous avons les tambours qui battent la diane à 3 h du matin tous les jours, où il faut s'éveiller, se rendre sur le front de Bondière et répondre à l'appel. Un autre appel à 10 h avant la soupe, un autre appel à 1 h après-midi, un autre à 4 h et un autre à 6 h du soir au coup de canon de retraite, et encore des contre-appels dans la nuit. Parmi ces soumissions, nous sommes de garde, un jour et l'autre de piquet. À Boulogne, Napoléon, arrivé tôt le matin avec Berthier, surprend un soldat enfoncé dans la vase jusqu'aux genoux, dans un bassin creusé pour accueillir les bateaux, en train de jurer, ne pouvant se dégager. Il tirait de toutes ses forces, sans pouvoir parvenir à la dégager, une brouette encore plus embourbée que lui. Dès qu'il voit l'empereur, il se met à chanter d'un ton sentimental un air d'opéra comique, à la mode de Paris. Vous qui protégez les amours, venez, venez à mon secours. Constant, dans ses mémoires, raconte. À ces paroles, plus encore qu'à la mine du travailleur, Napoléon ne peut s'empêcher de rire. Il fait signe aux soldats de venir à lui. Alors, monsieur le troubadour, tu es dans ma garde? À ce que je vois, dans quel régiment? Sire, dans les grenadiers à pied, je suis vélite. Et depuis quand? Et d'où viens-tu? De Paris, sire. Dans votre garde, depuis que vous êtes empereur. Alors il n'y a pas longtemps, il y a même trop peu de temps, n'est-ce pas, pour que je te fasse sous-officier, n'est-ce pas? Sire, votre majesté en a le droit. Elle a même celui de me faire officier. Le croyez-vous? Parole d'homme. Eh bien, je n'en suis pas certain. Conduis-toi bien et je te ferai sergent l'an prochain. Si tu as de l'ambition et que tu veux l'épaulette, c'est sur le champ de bataille que tu la trouveras. Berthier, prenez le nom de ce jeune homme, vous lui ferez donner 100 francs
pour faire nettoyer son pantalon. Allons, adieu, et tâche de retirer ta brouette de ce cloaque, car cela ne me regarde pas. Il fallait passer le temps en dehors des activités militaires et la vie s'organise. Les hommes cherchent à se distraire, préparent des pièces de théâtre entre les exercices, comme Dupuis, qui écrit un vaudeville intitulé « L'embarquement ou les adieux ». Mais les militaires gardent leur fierté. Certains sont très sourcilleux de l'honneur militaire français, tandis que Dupuis reste attaché à ses prérogatives d'auteur. Il raconte en effet que le général me loua beaucoup de mon travail et m'engagea à voir son secrétaire, qui m'indiquerait les corrections à faire et qu'il jouerait ma pièce au vaudeville à Paris. Je fis les corrections. Le général me dit qu'il y avait un rôle de poltron qu'il fallait changer parce qu'il n'y en avait pas en France. Je lui répondis que je ne pouvais apporter aucune modification. Eh bien, elle ne sera pas jouée, dit-il. Elle ne le sera pas, mon général, lui fis-je. Et je sortis en l'apportant. lors de la proclamation de Napoléon empereur, la réaction des grognards montre qu'ils sont déjà tombés sous le charme de ce dernier. Que signifie empereur? C'est un nouveau tyran. Puisqu'on veut rétablir la tyrannie, tous nos travaux sont perdus. Voilà comment ces vieux soldats républicains réagissent dans un premier temps. Certains quittent le camp. L'empereur avait autorisé que l'on donne congé, sans être inquiété, à tous ceux qui n'accepteraient pas le nouveau gouvernement. Quelques jours après, la grande majorité avait repris le service armé. Même constat en août 1804 à Boulogne, lors de la distribution de la tout jeune Légion d'honneur. Un ruban, ça se gagne à des antichambres, tandis qu'un fusil ou un sabre d'honneur ne peuvent se mériter que sur un champ de bataille. Là aussi, quel changement quand on sait combien les grognards seront attachés à la croix. Justement, après la distribution des croix, le soir même, les hommes montrent qu'ils sont très chatouilleux sur l'honneur de leurs corps respectifs. Les grognards des 36e et 57e de ligne, ainsi que ceux du 10e léger, mis en valeur devant toute l'armée, fêtent joyeusement l'événement dans une guinguette habituellement occupée par ceux de la vieille garde. D'un coup, un vieux de la vieille, nommé Morland, se lève et lance. Suffit, assez de ce numéro-là, assez de cette romance, cette manière de se comporter vis-à-vis des anciens est intempestible de la part de Pékin et de conscrits. Les lignards avaient entonné un chant vantant les exploits de ceux de la ligne en Italie et ailleurs. Chant qui avait totalement omis de faire également les louanges de la garde. La querelle s'envenime et tout ce beau monde décide de se retrouver le lendemain pour laver l'affront dans un duel entre prévôt et maître d'armes. Résultat, 12 morts dans la garde et 21 dans la ligne. Il fallut un escadron de hussards et un de cuirassiers pour disperser les hommes et arrêter le carnage. L'empereur punira quelques jours plus tard les grognards concernés en faisant épingler sur leur poitrine le texte de la chanson jugée insupportable par la vieille garde. Ce texte, abondamment imprimé, fut aussi distribué dans toute la ville de Boulogne. Lors d'une inspection, bien des années après, Napoléon constate qu'un chasseur à pied, Romeuf, ne porte pas la Légion d'honneur distribuée à Boulogne. L'empereur lui propose d'échanger ses débris de croix, que le grognard gardait dans un papier, contre la sienne neuve qu'il portait. Des graillons. Excusez-moi, empereur, mais je les aime, moi, ces graillons-là. Je les garde pour les faire recoller par l'armurier. Puisque tu tiens tant, garde ta croix et la mienne. Les braves comme toi en méritent bien deux. Cette armée de Boulogne est prête à l'invasion, et l'Angleterre, terrifiée à cette idée, suscite la création d'une nouvelle coalition réunissant l'Autriche, la Russie et la Suède. La Prusse hésite. En août 1805, fidèle à ses principes, Napoléon anticipe et donne ses ordres de marche jusqu'au Rhin à ses 7 corps d'armée, appelés aussi 7 torrents. Les grognards sont aux anges, tel Aubry, et veulent en découvrir au plus vite. Ils racontent. Notre empereur a son idée, et qu'elle détende de se dégourdir les jambes après de longs temps d'inaction. Personne ne veut manquer la fête du premier coup de canon. Nous chantons pour nous entraîner. Lorsque nos voix s'éraillent et que nos pas vacillent, les musiciens redoublent leurs fanfares. Ce départ soudain, s'il réjouit les uns, d'autres s'en inquiètent légitimement. Bial constate avec humour.
Au camp de Boulogne, chacun avait ses petites relations. Tous étaient joyeux de partir en campagne, mais parce qu'une nuée de créanciers, cafetiers, hôteliers, fit irruption de partout. On les voyait courir de baraque à baraque réclamant leur dû. C'est donc le départ. Et en un mois, les troupes sont sur le Rhin. Les marches sont rapides, exténuantes. François Lignol, du 86e de ligne, traverse la France au pas de course. En 26 jours, il a parcouru 571 km, soit 23 km par jour. En plus de son fusil, il porte tout son barda. 2 chemises, 2 paires de souliers avec des clous et des semelles de rechange, un pantalon, des demi-guêtres de toile, quelques ustensiles de propreté, une bande à pansement, de la charpie et 60 cartouches. Des deux côtés sont placés 4 biscuits de 16 onces chacun, 500 grammes environ. Au-dessus et dans le fond, un sac de toile long et étroit et rempli de 10 livres de farine, 5 kg environ. Le sac entier ainsi composé, ses bretelles et la capote roulée et attachée par-dessus, soit plus de 16 kg. Si on continue à ce rythme, vous verrez qu'on finira par marcher pieds nus. Il faut jeter les brodequins usés, utiliser la deuxième paire de rechange contenue dans le havre-sac. Même le célèbre poignet, pourtant de la vieille garde, relate l'épuisement des hommes. Jour et nuit, en marche par peloton, on se tenait les uns aux autres pour ne pas tomber. Il en tombait dans les fossés, les coups de plat de sabre n'y faisaient rien du tout. L'empereur ne se sert pas de nos bras pour faire la guerre, mais de nos jambes. Les officiers, y compris les généraux, constatent cela et le reconnaissent. Ainsi, Puffernet raconte qu'une journée en novembre, Nous fîmes plus de 10 lieues. Les chevaux étaient si harassés qu'ils ne pouvaient plus tourner debout. J'en vis plusieurs tomber raides morts sur leurs cavaliers. Un nommé Durand, grenadier de ma compagnie, dit au général Suchet: « Voilà comment je veux mourir, le sac sur le dos. » Suchet répondit: « Ce que tu viens de dire, Durand, est bien digne d'un brave homme comme toi. Je te promets de m'en souvenir un temps opportun. » Pour faire face à la rapidité et économiser les chevaux de leur artillerie, les Français, en Bavière, réquisitionnent des chevaux pour les atteler aux pièces, tandis que les chevaux français suivaient avec la compagnie du train. Ils restaient alors toujours frais pour le jour du combat. Les grognards grognent, mais acceptent ces souffrances malgré tout, sans doute animés d'une ferveur patriotique. Songez au soldat Viel, qui, malade, continue à avancer. Il faut vous dire que la fièvre me prit, et j'ai fait 20 lieues avec ce maudit fardeau. Elle me mit dans un état déplorable. Jugez d'un homme qui a la fièvre pendant 8 heures, qui, à peine passé, fait 9 lieues. 17 jours de jeûne, de médecine, de limonade m'en ont débarrassé. En octobre, les Français franchissent le Rhin. Une semaine après, ils sont sur la rive droite du Danube en aval d'Ulm. De Strasbourg à Dunworth, le soldat Linoz a parcouru 322 km en 12 jours, soit une moyenne de 27 km par jour. Napoléon écrit le 10 octobre 1815. Je tiens l'armée ennemie cernée dans Ulm. Il pleut tous les jours. Le Danube est en crue. Et l'arrêt chirurgien de la garde impériale rajoute: Que de souffrances nous avons essuyées. Nous avons marché pendant 3 ou 4 jours dans l'eau et la boue, jusqu'au ventre des chevaux, accablés, sous la neige fondue qui n'a cessé de pleuvoir depuis notre départ d'Oxpo. Pour tenir leur place lors de l'engagement de la bataille et ne pas laisser leurs camarades en difficulté sous le feu ennemi, ils prennent tous les risques, ainsi que le relève Gervais. Notre corps d'armée reçut l'ordre de remonter le Danube. À Steyr, la rivière était d'une grande largeur, nous n'avions pas de barque. Quelques hommes remontèrent le cours de la rivière et ramenèrent 2 petites barques. Chacune de ces chétives embarcations passait à la fois 100 hommes. On mettait les armes dans la barque, après laquelle les hommes se tenaient d'une seule main. 2 hommes reconduisaient les barques sur l'autre rive. En 1 heure, on passa 6 bataillons. Les soldats font toujours preuve d'une intrépidité et d'un dévouement hors du commun.
comme le raconte le capitaine Pufenet au siège d'Ulm. 4 compagnies du 1er bataillon du 17e léger, qui formaient la tête de colonne, poussaient si vivement l'ennemi en avant qu'elles entrèrent avec les Autrichiens dans la place et se retrouvèrent enfermées jusqu'à la reddition de la ville 4 jours plus tard. Il faut remarquer au passage qu'un bien plus grand nombre d'Autrichiens restés en dehors fut fait prisonnier. Dans Ulm, les Français restés enfermés ne perdent pas de leur contenance. Le lieutenant Levavasseur raconte qu'il s'attable avec d'autres officiers dans un estaminet et prend des rafraîchissements avec les Autrichiens et des officiers français immigrés. Le trompette Chevillier écrit à son père et lui conte la capitulation d'Ulm. Aujourd'hui, jour de la capitulation, notre régiment va prendre position dans la plaine sur le terrain qui environne la porte de Stuttgart et se trouve arrangé en bataille, faisant front à la grande route par où la garnison autrichienne devait défiler. C'est dans cette situation, cher père, que je me plais à vous donner un aperçu d'un grand tableau militaire qui s'offrit en ce jour-là à la vue de toute l'armée. On ne peut jamais rien voir d'aussi martial et d'aussi important que cet appareil militaire. L'armée française était pour ainsi dire toute réunie et comptait environ 15 000 hommes. Vers les 10 heures du matin, la garnison autrichienne, dont on faisait nombre de 30 000 hommes d'infanterie, de 3 000 de cavalerie, 50 pièces de canon avec leur attirail, 40 à 50 drapeaux, tout sortit de la ville en bon ordre et défila avec armes et bagages jusqu'au soir à la vue de la grande armée française qui contemplait ce coup d'œil signalé de la victoire. Les malheureux Kaiserlais, consternés et désespérés, allaient déposer comme des trophées aux pieds de leurs vainqueurs leurs armes, leurs drapeaux, leurs chevaux, leurs canons, leurs caissons. Le général Mack a capitulé à Ulm le 20 octobre 1805. Napoléon a pris la route de Vienne, désormais ouverte, et a fait étape dans la riche ville d'Augsbourg. Les marches reprennent, toujours rapides, souvent le ventre creux. En novembre, les troupes sont à Linz. Le 21, les troupes napoléoniennes occupent Brünn en Moravie. En 16 jours, notre soldat Lignoz a parcouru en moyenne 20 km par jour, en plus des combats avec les Russes. Le soldat François Lignoz, né le 15 mai 1783 à Chanaz, dans les départements du Mont-Blanc, conscrit, entré au service comme chasseur au 26e régiment d'infanterie légère le 6 juin 1804, chasseur à la 7e compagnie du 1er bataillon, division Le Grand, mourra à l'âge de 22 ans à Austerlitz. Quel culot des soldats et leur officier supérieur. Comme le prouve, lors de la marche sur Vienne, l'épisode de la prise d'un pont sur le Danube, sans un seul coup de feu par Lannes et Murat. Marmont le raconte très bien dans ses mémoires. Après la prise de possession de Vienne par capitulation, les troupes françaises se portèrent sur les bords du Danube. Là, le fleuve a une grande largeur. Les Autrichiens avaient tout préparé pour en défendre le passage et pour détruire le pont sur pilotis existant et servant à la communication de la capitale avec la Moravie et la Bohême. Des batteries formidables placées sur la rive gauche, le pont couvert de matière combustible rendait la défense facile. Une étincelle pouvait la détruire quand les troupes françaises se présentèrent à l'entrée. À leur tête se trouvaient Murat, Lannes et Oudinot. Les Allemands sont de leur nature conservateurs, économes, et un pont comme celui-là est d'un grand prix. Murat et Lannes, tous deux gascons, imaginèrent de profiter de cette disposition des esprits et d'en abuser. Ils mirent en mouvement leurs troupes sans paraître hésiter. On leur cria de s'arrêter. Elles le firent, mais elles répondirent qu'il y avait un armistice et que cet armistice nous donnait le passage du fleuve. Les deux maréchaux, se détachant des troupes, vinrent seuls sur la rive gauche pour parler au prince Auersperg, qui y commandait en donnant l'ordre à la colonne d'avancer insensiblement. La conversation s'entama. 1000 sornettes furent débitées à ce stupide prince Auersperg, et pendant ce temps, les troupes gagnaient du terrain et jetaient sans affectation dans le Danube la poudre et les matières combustibles dont le pont était couvert. Les plus minces officiers, les derniers soldats autrichiens, jugeaient l'événement. Ils voyaient la fraude
et le mensonge, et les esprits commençaient à s'échauffer. Un vieux sergent d'artillerie s'approche brusquement du prince et lui dit avec impatience et colère « Mon général, on se moque de vous, on vous trompe, et je vais mettre le feu aux pièces. » Le moment était critique, tout allait être perdu lorsque l'âne, avec cette présence d'esprit qui ne l'abandonnait jamais, et cette finesse, cet instinct du cœur humain, apanage particulier des méridionaux, appelle à son secours la pédanterie autrichienne et s'écrie « Comment, général, vous vous laissez traiter ainsi? Qu'est donc devenue la discipline autrichienne si vantée en Europe ?» L'argument produisit son effet, l'imbécile prince, piqué d'honneur, se fâcha contre le sergent, le fit arrêter. Les troupes, arrivant, prirent canon, généraux, soldats, et le Danube fut passé. Jamais chose semblable n'est arrivée dans des circonstances tout à la fois aussi importantes et aussi difficiles. Et comment réagit Langeron? L'immigré français passa les nuits chez les Russes. Ces ponts du Danube, qu'on aurait dû brûler, sont très longs et faciles à défendre. On avait ramassé à Vienne tout ce qui s'y trouvait, un corps de soldats et de pièces d'artillerie disponibles. Et l'on avait confié ce détachement au prince Charles d'Achberg, lieutenant général autrichien. C'était un militaire brave de sa personne, honnête homme, mais borné et facile à tromper. Murat profita de cette facilité et, ayant demandé une entrevue au prince, lui persuada que Napoléon venait de conclure la paix avec l'Autriche et que l'empereur François avait consenti à livrer le passage aux troupes françaises pour poursuivre les Russes. Assurément, le piège était trop grossier, et la nouvelle que donnait Murat, trop incroyable que tout autre que le prince d'Augsberg pût y ajouter foi. Le caractère de l'empereur François était trop connu pour que son général pût croire qu'il sacrifiait ses alliés d'une manière si déloyale. Murat, en s'entretenant avec le prince, avançait toujours sur le pont avec la plus inconcevable témérité et était suivi par ses colonnes serrées en masse. Les soldats autrichiens voulurent faire feu. Leur général en empêcha. Enfin, Murat parvint aux batteries et se jeta sur la mèche d'un canonnier qui voulait mettre le feu à une pièce. Il éteignit et le prince d'Augsburg fit retirer les troupes et les canons et les ponts furent livrés. Pour ces hommes, c'est l'empereur et leur Dieu, l'honneur et leur religion. Et les guide en toutes circonstances. Ainsi, Curly évoque qu'à lieu avant d'arriver à Afflens, je continuais à marcher lorsque mon petit détachement de 20 hussards fut chargé par un régiment de Uhlans fort de 500 chevaux. Il fallait payer d'audace pour vaincre, et on ne sortait pas de ce chemin creux. Au lieu de rebrousser chemin, je dis à mes hussards, chargeons et enfonçons l'ennemi. Le choc fut rude. Le combat dura près de 10 minutes jusqu'à ce que l'ennemi, apercevant le détachement du commandant qui arrivait, crut que c'était la tête d'une colonne considérable et s'enfuit. Le 11 novembre 1805, c'est la victoire de Dürrenstein, remportée sur les 30 000 Russes de Koutousov par les 4600 combattants du maréchal Mortier, malgré l'extrême infériorité de leurs forces, alors que les Français se trouvaient dans une position désespérée. Le major Henriot proposa un plan au maréchal Mortier qui l'approuva et donna ordre d'attaquer immédiatement. Alors, le major s'adossa aux grenadiers qui formaient la tête de sa colonne. Camarades, nous sommes enveloppés par 30 000 Russes et nous ne sommes que 4 000. Mais les Français ne comptent point leurs ennemis. Nous leur passerons sur le ventre. Grenadiers du 100e régiment, à vous l'honneur de charger les premiers. Souvenez-vous qu'il s'agit de sauver les aigles françaises. Réponse générale. Major, nous sommes tous grenadiers. Henriot fit alors tirer ses 6 derniers boulets, ordonne la charge et recommanda à ses soldats de crier tous ensemble. Point de quartier, ce sont les Russes. Les Russes perdirent dans cette journée 6 000 hommes, blessés ou tués, 3 officiers généraux, des drapeaux, des pièces d'artillerie et des milliers de fusils. Le maréchal Mortier s'étant ensuite porté en avant, osa, avec 4 000 hommes seulement, engager le combat contre l'armée russe, commandée par
Kutuzov. Malgré l'extrême infériorité de ses forces, il culbuta les colonnes ennemies. Il fit dans cette occasion des prodiges de valeur. Ou encore, Sibelé racontant que le 1er décembre, plus de 1200 Cosaques irréguliers débouchent près du ruisseau, à côté du château de Militz. Voyant la contenance des 2 chasseurs, ils se mirent au pas, puis s'arrêtèrent et se dispersèrent en fourrageurs. Le chef d'escadron, Jacquinet, fit disposer ses 200 hommes en 3 pelotons et reçurent l'ordre de foncer sur l'ennemi. ou Dupuis qui disait Nous marchons sur Znaïm poursuivant les Russes. Nous vîmes dans un chemin creux une quinzaine d'hommes sur lesquels nous chargeâmes. Ils s'arrêtèrent à notre approche et firent une décharge qui blessa mortellement le brigadier. Nous n'en continuons pas moins notre course. Arrivé au milieu d'eux, un Russe me tint un moment renversé avec sa baïonnette sur ma poitrine, heureusement arrêté par la banderole de ma gibert. Pendant qu'un hussard, cherchant à me sabrer, ne touchait que mon cheval qui reçut 11 blessures et que les 2 autres Russes m'atteignaient avec leurs baïonnettes. Étant parvenu à me dégager, je me débarrasserai du Russe par un coup de revers sur la figure. Il tomba. Les autres s'enfuirent. Quand on met en doute leur réputation, la réaction est immédiate. Fatigués, épuisés des combats de la journée, les soldats se reposent. Robineau raconte. Nous étions couchés à terre, et chaque soldat enfonça sa baïonnette en terre et la crosse du fusil en l'air. Quand tout à coup, le général se fit entendre de toutes parts, en criant aux armes, en se transportant dans le village. Ce fut avec beaucoup de peine qu'il parvint à répandre l'alarme. Ce ne fut qu'en faisant entendre ces cris « Eh bien, sortirez-vous, soldats? Vous laisserez-vous prendre comme des lâches ?» Bientôt, les rangs furent formés. Ou encore Salmon, relatant l'attitude d'un camarade. Nous avons été chargés par la garde à cheval de l'empereur de Russie. Je comptais qu'ils reviennent au rang de ceux qu'ils ont vaincus, mais il était tombé sous les chevaux dont plusieurs lui ont marché dessus. Il a fait le mort et il m'a rejoint. Ce ne sera rien. Il marche bien. Leur sens de l'honneur leur fait prendre parfois des postures qui aujourd'hui peuvent être paraître insensées. Dupuis affirme qu'au village de Sokolnitz, l'ennemi sortant du château lança des tirailleurs à l'avant. Je portais un plumet rouge sur mon colbac. Il ne m'apercevait pas qu'il leur servait de point de mire. Un chasseur me prévint et me conseilla de l'ôter. Je n'en fis rien, non pas bravade, mais parce que le portant depuis notre entrée à Vienne, il lui semblait honteux de le retirer au milieu des combats. Cette attitude se double d'un sens de la répartie et d'une gouaille merveilleuse. À Ulm, au capitaine Léguise, du 26e de ligne, eut une épaulette emportée par un boulet. Sans s'émouvoir, il continue à la tête de sa compagnie. Bien l'écrit qu'un sous-officier lui fait remarquer, et qu'il répond « Oui, je le sais, le diable l'a emporté. » L'empereur les passe en revue et s'arrête devant ce capitaine. « Vous n'avez plus qu'une épaulette, capitaine. Il paraît que le diable l'a emporté. » Oui, sire, mais je sais que vous pourrez m'en procurer une plus belle. Eh bien, je vous en donnerai une des 9 de ma garde. Parfois, c'est sans s'en rendre compte. À Austerlitz encore, le général de Ségur raconte que l'empereur, de fort mauvaise humeur après son entrevue avec Dolgorouki, fouette de sa cravache les mottes de terre de la route. Avisant une sentinelle qui, le fusil peu rudimentairement serré entre les jambes, bourrait tranquillement sa pipe, l'empereur lui dit machinalement « Que veulent-ils » Il prononce ces mots et interpelle un carabinier du 17e léger. « Ces bougres-là croient qu'il n'y a plus qu'à nous avaler ?» Sur quoi le grenadier paisiblement réplique « Oh oh, ça n'ira pas comme ça, nous nous foutrons à travers !» L'empereur se mit à rire. Ces hommes n'ont pas peur de risquer leur vie, mais n'aiment pas donner la mort pour autant, quand ils la jugent injustifiée. Robineau se souvient avec tristesse d'un événement qui l'a touché. Nous retournâmes à Graz. On devait fusiller un caporal de grenadiers de notre régiment, convaincu de s'être battu avec son lieutenant. Nous vîmes paraître la victime. Il passe devant la compagnie, les salue et leur fait ses adieux.
Arrivé au lieu de supplice, il est placé devant le piquet. Il entend la sentence de mort d'un air calme. Aussitôt, l'adjudant-major s'avance pour commander le feu. Il lui dit d'un ton ferme, « Monsieur, retirez-vous, je vais le commander moi-même. » Ainsi périt ce brave militaire. Il existe des préjugés, comme chez les artilleurs, où chaque servant a un emploi distinct. L'idée qu'on puisse être tué en occupant la place d'un camarade absent pousse tous les hommes à ne jamais être absents le jour du combat. Les canonniers éveillaient, et ceux qui avaient manqué à son devoir s'exposaient à être chassés. Les artilleurs étaient très attachés à leurs pièces. Cette discipline, les grognards l'acceptent pourtant, et surtout quand ils se savent coupables. Mais les officiers savent punir, en faisant preuve d'une certaine pédagogie, comme dit Billon. Un chasseur véliste trouva une oie qu'il avait tuée. Il la rapporta au camp et fut rencontré par le colonel-major qui, après quelques coups de canne, ordonna qu'il resterait 15 jours à l'avant-garde et que l'oie serait attachée à son cou jusqu'à ce qu'elle fût en putréfaction. On peut être sûr que le soldat ait compris la leçon. Certains d'entre vous ont entendu parler du fameux événement la veille au soir de la bataille d'Austerlitz concernant l'illumination du champ de bataille par les soldats pour fêter l'anniversaire du sacre de l'empereur. Le fait s'est réellement passé, mais la cause est beaucoup plus simple, telle que le dit Pigalle. Dans la nuit, l'empereur visite les bivouacs. Arrivé à la première compagnie de grenadiers du 4e de ligne, il dit aux grenadiers, « Eh bien, Gascon, êtes-vous bien préparés à battre demain matin ?»« Sire, disent-ils, en montrant des pommes de terre en robe de chambre. On n'engraisse pas les soldats en campagne avec une si mauvaise cuisine. »« Alors, répliqua l'empereur, demain les choses iront mieux. » Le bivouac était entouré de bois de démolition destinés à alimenter le feu. L'empereur ne trouva pas d'issue pour franchir ce bois circulaire. Le capitaine alluma une torche de paille pour l'éclairer. Tout aussitôt, les grenadiers en mirent au bout des perches de démolition et en moins de 2 minutes, tous les bivouacs furent illuminés. Les régiments, s'imaginant que c'était pour célébrer l'anniversaire de son couronnement, se mirent à crier « Vive l'empereur » pendant plus d'1 heure. Cette proximité avec leur chef, cette admiration envers lui, qui les rend si fiers d'eux, et en retour cette estime de Napoléon envers eux, se remarque en de multiples occasions. À Austerlitz, Créqui raconte: Je retrouvai l'empereur dans une ferme, sommeillant, assis à côté d'un poêle, dont un jeune tambour, sommeillant, assis de même, occupait l'autre côté. J'appris qu'on avait voulu renvoyer cet enfant ailleurs. Mais le jeune tambour avait résisté, disant qu'il y avait de la place pour tout le monde, et qu'il était bien là, et qu'il y restait. Ce que, Napoléon entendant, il s'était pris à rire, et ordonna qu'on le laissât sur sa chaise. Le tambour dormait assis face à l'empereur, entouré d'un cercle de généraux debout, attendant les ordres. Ou encore Desbeuf qui dit que 2 jours avant Austerlitz, s'arrêtant au bivouac d'une compagnie de grenadiers, l'empereur vit des pommes de terre qui cuisaient sous la cendre. Il prit un bâton, en retira 1 ou 2 et les mangea. Le grenadier, feignant de ne pas le reconnaître, lui dit « Ah ça, camarade, ne les mange pas toutes !» Tu en trouveras d'autres, et tu sais qu'en campagne, tout doit être commun. Il se chauffa et partit. Napoléon sait récompenser et faire preuve de magnanimité, augmentant d'autant la loyauté des hommes envers lui. Je te fais maréchal des logis et chevalier de la Légion d'honneur. Va remercier ton capitaine, c'est à lui que tu dois ton avancement. Nous sommes au pont de Lèche, vers Zumer-Rossen. Le corps de Murat vient de remporter une victoire en coupant la route d'Ulm à Augsbourg. Le soldat Marante, récompensé par l'empereur, venait d'être cassé par son capitaine, la veille, pour indiscipline. Ce qui n'a pas empêché le soldat de voler au secours de son officier, tombé dans le fleuve et entraîné par le courant. L'empereur accepte, voire suscite ce genre de relation avec les grognards, car il sait, lui, des souffrances qu'ils endurent au combat. Souffrances physiques, mais aussi souffrances morales. Il faut imaginer les ravages de l'artillerie sur les lignes, fauchant les hommes comme des blés. Gervais décrit. Vers Linz, je remarquai l'effet d'un boulet. Dans l'angle d'un champ, un boulet a pris en flanc une section de grenadiers du 88e de ligne,
frappant 10 hommes, tous tombés sur le flanc droit, sans rien avoir dérangé de leur alignement. Ce boulet les avait tous frappés entre la hanche et l'aisselle. Ce qui n'empêche pas ce même soldat d'être chanceux. Il raconte qu'ensuite, un boulet avait frappé ma baïonnette et l'avait recourbée horizontalement, ce qui pour la défense la rendait nulle. Il y avait des hommes tombés dans le 5e de ligne qui étaient à notre gauche, dont les fusils étaient à terre. Pour éviter de quitter mon rang et de traverser les deux autres, je priai un de mes amis de la 4e compagnie de me donner l'un de ses fusils. « Va si tu veux toi-même prendre un fusil, les boulets tombent trop fort. Si j'ai tué, je veux l'être à mon poste. » Je quittai mon rang qu'un boulet tua les 2 hommes de file que je venais de quitter. Je fus ramasser mon fusil, m'assurer de son état, et j'allais pour rentrer dans mon rang. Le capitaine avait fait rentrer 3 chasseurs pour remplacer les files des manquants. « Restez en seule file !»« La garde du drapeau est complète, » me dit le capitaine. Moins d'1 minute après, un boulet coupa à la hauteur de la ceinture les 3 chasseurs qui avaient remplacé les fourriers. Les combats peuvent amener à des situations cocasses, relatées par les soldats. Je sonnais la charge. Je m'élançai et tombai sur l'ennemi. Un Russe, plus acharné que les autres, saisit ma trompette et s'y cramponna en essayant de me renverser. Je lui coupai le poignet et sa main resta grippée à mon entour. Plus tard, un colonel des dragons russes se précipita sur moi. Je ne fus pas peu étonné de lui entendre prononcer en bon français « Tape donc malin si tu en as le courage !» Je relève mon sabre et lui enfonce jusqu'à la garde dans la poitrine. Je trouvais dans son porte-manteau une magnifique paire de rasoirs dont je me sers encore aujourd'hui. Un autre lance l'aventure d'un chien sur le champ de bataille. Une grande quantité d'obus sont venus tomber sur la gauche de notre bataillon. Un caniche, qui appartenait au tambour-major, courait après ces obus. La plupart éclataient à quelques distances de lui, sans que pendant longtemps il n'en fût touché. Un d'eux fut plus long à éclater. Ce chien eut le temps de se jeter dessus, comme pour le saisir. Il éclata et mit le chien en pièces. On fut fâché de sa mort. Après l'affaire d'Ulm, plusieurs fois, les officiers artilleurs autrichiens et français avaient établi une tradition originale et peu banale. Laissons le lieutenant Levavasseur le raconter. Au moment de livrer bataille, avant de commencer le feu, les officiers ennemis et les officiers français s'avançaient en face les uns des autres jusqu'au milieu de l'espace qui les séparait. Je fis plusieurs fois moi-même la moitié du chemin et, après quelques signes échangés, nous buvions un verre de rhum, puis nous retournions à nos pièces. Le même fait se fit remarquer en face d'Ollandbrunn, où l'ennemi nous attendait. Nous étions séparés de l'ennemi par un petit vallon. En face de ma batterie, sur les flancs de la colline au haut de laquelle étaient les Autrichiens et les Russes, se trouvait une porte de cave. Mes canonniers, flairant le vin, firent signe avec des bidons aux vedettes ennemies, puis s'approchèrent peu à peu de la porte. Arrivés auprès d'elle, ils l'enfoncèrent et en sortirent immédiatement avec des seaux remplis de vin. Les soldats autrichiens et russes, voyant les nôtres pourvus, voulurent reprendre part au butin et descendirent se mêler à eux. On vit ainsi les Russes, Autrichiens et Français suspendre les hostilités pour boire à la même coupe. Au combat, la mêlée peut être telle que la confusion qui y règne effraie les soldats, comme sur la route de Znaïm, sur laquelle Sibeli explique. Notre infanterie, nous prenant pour des troupes ennemies, fit feu sur nous. Mais comme elle était fort élevée, les balles passèrent au-dessus de nos têtes. L'infanterie russe se livrait au désespoir. Les soldats se tiraient les uns sur les autres. Les bataillons français se trouvaient au milieu des Russes et les Russes au milieu des Français. Pratiquement au même moment, la cavalerie est victime du même problème. Par cette nuit obscure, on ne se reconnaissait pas dans la mêlée. Un de mes camarades ayant pris un Ulan et le tenant à la bride, je crus que c'était des Autrichiens, trompés par le manteau de Ulan que le Français portait sur lui. M'approchant par derrière, j'allais lui brûler la cervelle. Il tourne la tête, me reconnaît. « Arrête, mon ami, c'est moi !» Il quitta vite son manteau blanc de peur d'une pareille aventure.
Durant la bataille d'Austerlitz, un bataillon du 4e de ligne est en train de se faire enfoncer par les cuirassiers de la garde russe. Napoléon lance sa cavalerie de la garde. En avant! En avant! Murmurent par 4 fois les grenadiers à pied de la garde. D'un geste, Napoléon les contient puis lance. Silence! Il n'y a jamais rien pour nous. S'écrie un grenadier, jetant son fusil à terre. Tu es le plus gourmand que les autres. Réplique sans colère l'empereur. L'histoire de ces soldats rencontre parfois l'histoire avec un grand H et leur rappelle leur patrie, comme cet épisode où la France révolutionnaire retrouve la France d'antan pour redevenir une même nation. Simelé, ému, dit que sur les traces de l'ennemi et à Austerlitz, près de Porlitz, quel n'est pas mon étonnement, en arrivant dans le village de Antreich, d'entendre parler français. Je crus que c'était des troupes françaises arrivées avant nous, mais nous apprîmes que ce hameau était peuplé de Français qui s'y étaient réfugiés après la révocation de l'édit de Nantes. Ces bonnes gens nous accueillirent en nous offrant tout ce qu'ils avaient de meilleur. souffrance, horreur, malchance, mort. Les grognards acceptent tout au combat. Mais il existe une chose qui compte plus que tout pour eux. C'est leur coucou, comme ils l'appellent. Ils symbolisent leur régiment, c'est leur famille. Il leur a été confié par l'empereur, cet homme qu'ils vénèrent. Cet objet sans valeur réelle est justement celui qui en a le plus pour eux, parce qu'il montre ce qu'ils sont. Le drapeau tricolore, c'est la France, le nom des victoires, c'est-à-dire leur gloire. Sans cela, vous ne pouvez comprendre cette anecdote de Putigny qui résume bien l'état d'esprit des grognards à Austerlitz. Debout, sur la levée d'un étang, je prends mon élan pour sauter un fossé large et profond. Plouf! Malheur! La secousse a détaché l'aigle qui vient de tomber dans l'eau noire. Je barbote à tâtons dans la vase pour le repêcher. 6 voltigeurs se dirigent vers moi et me couchent en joue. Je m'enfonce dans l'eau comme un canard. Mes doigts rencontrent un corps dur. J'exulte, c'est notre règle. Je me rends compte seulement à ce moment qu'ils m'ont raté. Tout le régiment si anxieux pour l'oiseau pousse des cris de joie. Je suis dégoûtant et nauséabond. Après la victoire, l'empereur parcourt le champ de bataille et s'approche vers moi. Tu vas à la pêche avec ton drapeau? Allons, rassure-toi, il est encore plus beau qu'avant. Tu es un brave. Je te donne la Légion d'honneur. Que j'ai découvert tout à fait par hasard, alors que ce portrait de Napoléon qui est là, et qui est ici, qui est l'original, vous pourrez le voir tout à l'heure, que je possède, ce portrait, je le voyais très souvent, puisqu'il est dans mon salon et tout, et donc je le regardais et tout, et puis il y a un peu plus d'1 mois, je préparais un séminaire que je devais animer pour des cadres dirigeants de la Caisse des dépôts à Paris, et j'avais décidé, puisqu'ils étaient intéressés par des problèmes stratégiques et tactiques, de les emmener faire un tour avec Napoléon à Austerlitz. Et donc j'étais en train de préparer mon truc et j'étais en train de regarder le portrait de l'empereur. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais jamais vu. Et ce quelque chose, je voudrais vous en parler. Et si jamais je fais bien mon job, eh bien je pense que vous n'oublierez plus jamais ce que nous allons voir maintenant. Vous aviez un type qui s'appelle Jung, qui était un contemporain, qui était un psychanalyste, un contemporain de Freud, et qui avait mis au point un concept qui s'appelle la synchronicité. C'est quoi? Eh bien, Jung disait qu'il arrive parfois que deux occurrences, 2 phénomènes, 2 choses qui n'ont aucun lien de causalité, c'est-à-dire qui n'ont pas de cause commune, ces 2 choses se ressemblant prennent finalement une valeur pour la personne qui la découvre. Et je voudrais vous montrer comment, à partir de ce portrait,
eh bien, j'ai eu l'impression qu'il y avait un problème de synchronicité. Je vous explique. Vous savez, tout le monde connaît ce portrait de l'empereur, etc. Bien. Nous savons par un tableau d'Isabelle, en 1802, que quand il était premier consul, le tableau a été peint à la même maison, il a déjà cet uniforme, mais il n'a pas de Légion d'honneur encore, puisque cela viendra après. Et nous savons, au moment de la distribution des aigles, le 14 juillet 1804 aux Invalides, que l'empereur a déjà cet uniforme, et cet uniforme se présente de la façon suivante, je le rappelle, tout le monde le connaît. En fait, vous avez ici la plaque de la Légion d'honneur, c'est-à-dire la plaque de grand cordon de la Légion d'honneur. Ici, vous avez la Légion d'honneur qui correspond à officier maintenant, et là, vous avez l'ordre de la couronne de fer des rois d'Italie, puisque l'empereur est roi d'Italie. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, voyons le problème de la synchronicité. En regardant ce truc, tout d'un coup, je m'aperçois, en regardant ce truc, une portrait de l'empereur, tout d'un coup, je m'aperçois de quelque chose. Aujourd'hui, nous célébrons la victoire d'Austerlitz. Eh bien, vous voyez ce qui est assez stupéfiant, c'est que dans cet uniforme qu'a voulu Bonaparte d'abord et Napoléon ensuite, qu'il a voulu porter tout le temps, et qui montrait par rapport à ces uniformes chamarrés de ces maréchaux une simplicité extraordinaire, eh bien, dans cette organisation de son uniforme, nous avons le plan de la bataille d'Austerlitz. Regardez bien. Ici, vous avez l'attaque de Soult sur le plateau de Pratzen. Vous savez que l'attaque de Soult sur le plateau de Pratzen est faite parce que les Russes, en descendant sur Temnitz et Sokolnitz, où est Davout, là nous avons Davout avec le cordon de la Légion d'honneur, lorsque le vide va se créer, Napoléon va faire attaquer sur le centre du plateau de Pratzen par Soult avec des divisions de Vandamme et Saint-Hilaire. Et là s'ouvre ce que les Grecs anciens appelaient le kairos, c'est-à-dire un moment privilégié où si la fenêtre de tir est parfaitement respectée, elle était difficile parce qu'il fallait que Napoléon attaque suffisamment tôt pour enlever le poids que Davout avait ici à Temnitz et Sokolnitz avec 1 contre 5, 50 000 contre 10 000, mais il ne fallait pas qu'il attaque trop tôt de telle façon à ce que les Russes ne puissent pas faire demi-tour. Il y avait donc une fenêtre de tir très précise. Eh bien, vous voyez sur cet uniforme, j'y vois, à travers la Légion d'honneur et la couronne de fer des rois d'Italie, l'attaque de Soult sur le plateau. Et cette étoile de la Légion d'honneur, la plaque, comme si s'ouvrait le kairos, c'est-à-dire ce moment vertueux, tout réussi, et qui va faire basculer la victoire d'Austerlitz. Mais initialement, l'empereur voulait tourner le corps de Bagration. Qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, je reprends la description. Ici, l'attaque de Soult. Ici, nous avons Davout, qui est derrière les étangs de Temnitz et Sokolnitz. Ici, nous avons le corps de Bagration qui a reculé. L'attaque de Lannes sur le corps de Bagration. Et ici, la réserve avec la garde, commandée par Bessières, à la hauteur de Schlapanitz, avec Bernadotte. Et je me suis dit, c'est tout de même curieux de voir comment Bonaparte, puis ensuite l'empereur, s'est inventé un uniforme, et sur cet uniforme et sur la façon de disposer l'ensemble des décorations et l'ensemble des choses qu'il avait réellement voulu, c'est comme si, de façon inconsciente, il avait déjà rêvé sa victoire d'Austerlitz. C'est pour ça que j'en avais parlé au docteur Mangin et j'avais proposé de vous le présenter. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci.